Mon fils a été le seul à ne pas être invité à l'anniversaire de son meilleur ami. Quand j'ai demandé à la mère du garçon pourquoi, elle a dit, on fait ça en petit comité. Et votre fils, eh bien, il met les autres enfants mal à l'aise. J'ai répondu, il est autiste. Vous le saviez, n'est-ce pas? Elle a haussé les épaules. On veut juste une ambiance normale. Cette nuit-là, mon fils s'est endormi en pleurant. Une semaine plus tard, son mari m'a appelé en larmes. Je n'aurais jamais cru être le genre de parent à écrire un de ces témoignages, mais me voilà, encore un peu tremblante en tapant. Mon fils, Louis, a 10 ans. Il est autiste. Pas non-verbal, pas sévère, mais il est différent. Il se passionne vraiment pour certaines choses, Minecraft, les dinosaures, les casse-têtes d'ingénierie, et quand il en parle, c'est sans arrêt. Il agite les mains quand il est excité. Il ne comprend pas toujours le sarcasme ou les blagues, mais il est doux. Il ne ment pas. Il a un bon cœur. Il n'a pas beaucoup d'amis, mais les quelques-uns qu'il a eus, il leur est resté fidèle. Tom était l'un d'entre eux. Pendant presque 3 ans, Tom a été son meilleur ami. Ils se sont rencontrés en CP. Quelque chose chez Tom s'accordait parfaitement avec Louis. Il ne semblait jamais dérangé par ses particularités, ses stimulations, la façon dont Louis avait parfois besoin de 5 minutes de calme quand les choses devenaient trop bruyantes. Ils faisaient tout ensemble. Tous les projets scolaires, les costumes d'Halloween. Une année, ils étaient tous les deux des versions différentes de Steve de Minecraft. Ils faisaient des soirées pyjama au moins une fois par mois. Ils construisaient des ensembles Lego incroyablement complexes et faisaient de petites vidéos YouTube à leur sujet. Tom est même venu avec nous une fois lors d'un week-end aux eaux de Beauval. Je me souviens m'être assise à côté de Sophie, la mère de Tom, sur un banc à la maison des reptiles et elle a dit, « Votre enfant est vraiment adorable. Je suis contente que lui et Tom soient amis. » Je lui ai dit à quel point cela comptait pour moi, car la plupart des enfants ne savaient tout simplement pas comment être avec Louis. C'était il y a 2 ans. Je pensais vraiment que nous avions une entente entre nous. Mais dans les mois précédant le 10e anniversaire de Tom, les choses ont commencé à changer. Tom a arrêté de venir. Quand Louis l'appelait, Tom ne répondait pas ou semblait distrait. Une fois, il a dit, « Je n'ai plus le droit de faire des appels vidéo après 18 heures » et il a raccroché rapidement. Louis ne s'est pas fâché. Il a juste en quelque sorte accepté. Puis Tom a arrêté de s'asseoir avec lui à la cantine. Louis m'a dit un jour après l'école, Tom s'assied avec Jules et Noah maintenant. Il dit qu'il essaie d'avoir plus d'amis. Il n'était pas en colère, juste confus. Pourtant, Louis lui a fait une carte d'anniversaire. Il y a travaillé pendant des jours. Il a dessiné un grand dragon de landais sur le devant. Il a même fait un creeper pop-up à l'intérieur avec une petite blague sur le fait d'exploser de joie. Il a même répété ce qu'il dirait en la lui donnant, « J'espère que ta journée est super géniale, mon pote. » Il voulait que ça sonne cool, mais aucune invitation n'est venue. Je me suis dit que c'était juste une petite fête cette année. Peut-être juste en famille, mais ensuite une des autres mères de notre groupe de discussion de classe a mentionné avec désinvolture la grande fête d'anniversaire de Tom, bowling, salle d'arcade, pizza, gâteau. 10 garçons invités. Pas Louis. Il était le seul exclu de leur groupe. Je n'arrivais pas à y croire. Je pensais qu'il devait y avoir une erreur. Peut-être que Sophie avait oublié d'envoyer l'invitation, alors je lui ai envoyé un message. Poli, court. Salut, je me demandais juste, Louis a posé des questions sur la fête de Tom. N'était-il pas invité cette année? Pas de réponse pendant presque une journée entière, puis, salut, on fait ça en petit comité cette année. Désolé. J'ai juste fixé le message. J'ai répondu, il a dit que 10 garçons y allaient. Ce n'est pas petit. Quelque chose s'est-il passé entre lui et Louis? Elle a lu le message. Pas de réponse. Des heures plus tard, elle a finalement répondu, rien ne s'est passé. C'est juste que votre fils met les autres enfants mal à l'aise. Nous voulons juste une ambiance normale cette année. Ambiance normale. Je crois que j'ai lu cette phrase 10 fois. Mes mains étaient froides. Mon cœur a semblé s'arrêter une seconde. Cette femme m'avait souri.
avait accepté la gentillesse de mon fils. M'avait laissé emmener son enfant en voyage, le nourrir, l'inclure comme s'il faisait partie de la famille. Et maintenant, il était juste mis de côté, étiqueté comme « inconfortable ». Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, j'ai assis Louis doucement et je lui ai dit que la fête de Tom serait juste une affaire de famille cette année. J'ai menti. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Pas à ce moment-là. Il a hoché la tête, a dit que c'était bon, a dit que peut-être Tom était juste occupé. Mais au moment du coucher, je l'ai entendu pleurer à travers la porte. Il essayait de faire ça discrètement. La carte qu'il avait faite était toujours sur sa commode. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Les jours suivants ont été difficiles. Louis n'a plus mentionné la fête, mais il était plus silencieux. Il ne voulait plus jouer à Minecraft. Il a arrêté de porter son t-shirt « meilleur ami ». Je ne l'ai pas forcé. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais j'ai décroché. C'était Marc, le père de Tom. Je le connaissais à peine. Il voyageait beaucoup pour le travail. Il semblait toujours discret lors des événements scolaires, mais maintenant sa voix était basse, tremblante. « Salut. J'espère que ce n'est pas un mauvais moment, a-t-il dit. Non, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un long silence. Puis il a dit, j'ai besoin de vous parler. On peut se rencontrer? J'ai demandé si Tom allait bien. Il a dit oui. Puis il a dit quelque chose qui m'a fait frissonner. C'est Sophie. J'ai besoin de vous raconter quelque chose sur ce qui s'est passé. Sa voix s'est brisée. Il avait l'air d'un homme qui s'effondrait. J'ai accepté de le rencontrer ce soir-là. Il ne voulait pas parler au téléphone. Il a dit qu'il ne voulait pas qu'elle entende. Quand je l'ai rencontré plus tard cette nuit-là sur le parking d'un supermarché, il avait l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Ce qu'il m'a dit, je n'arrive toujours pas à y croire. Je ne sais toujours pas à quel point cela va loin. Mais c'était pire que ce que je pensais. Et ce n'était pas seulement à propos de la fête d'anniversaire. Marc s'est assis dans sa voiture et m'a fait signe de monter. J'ai hésité. Il avait l'air épuisé, les yeux rouges, le visage pâle, les mains tremblantes comme s'il n'avait pas mangé ni dormi depuis des jours. Je suis montée. Il ne m'a pas regardé tout de suite. Il a juste fixé le pare-brise. Je ne savais pas jusqu'à hier, a-t-il commencé à propos de Louis, de la fête, de ce que Sophie vous avait dit. Je suis restée silencieuse. Je voulais qu'il parle. J'étais en déplacement professionnel toute la semaine précédant la fête de Tom. Quand je suis rentrée, Tom agissait bizarrement. Silencieux, coupable. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et il a dit, on n'a pas invité Louis. Maman a dit non. Sa voix s'est de nouveau brisée. Il a dit que Louis avait pleuré. Il a dit qu'il savait que c'était mal, mais Sophie lui a dit que s'il me le disait, il perdrait ses jeux vidéo pendant un mois. Alors il ne l'a pas fait. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Mon cœur battait la chamade, mais je suis restée immobile. J'avais besoin d'entendre le reste. J'ai confronté Sophie hier soir, a-t-il dit, se tournant finalement vers moi. Elle n'a même pas nié. Elle a juste dit qu'elle ne voulait pas que son fils reste collé à l'enfant bizarre pour toujours. Elle a dit qu'elle devait commencer à aider Tom à se faire de vrais amis. Puis il m'a regardé et ses yeux étaient pleins de culpabilité. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas qu'elle pensait comme ça. Je n'aurais jamais permis ça. Je pensais qu'elle se souciait de Louis. J'ai hoché la tête lentement. Je ne me faisais pas encore confiance pour parler. Ce n'est même pas le pire, a-t-il continué. J'ai vérifié ses messages. Je sais que je n'aurais pas dû, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Il y avait un groupe de discussion avec quelques autres mères de l'école. Elle parlait de votre fils, l'insultant, disant qu'il était flippant, qu'il gâchait l'ambiance chaque fois qu'il était là, qu'elle était fatiguée de le garder gratuitement. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Elle n'excluait pas seulement Louis. Elle se moquait de lui dans mon dos devant d'autres. Marc tremblait maintenant. Je n'ai pas élevé mon fils pour qu'il soit comme ça.
Je demande la séparation. J'ai déjà parlé à un avocat. Ça m'a pris au dépourvu. Vous divorcez d'elle pour ça? Ce n'est pas seulement ça, a-t-il dit. C'est tout. Ça a juste rendu impossible d'ignorer tout ça plus longtemps, sa cruauté, les mensonges, la façon dont elle contrôle tout. Je ne peux pas laisser mon fils grandir en pensant que traiter les gens comme ça est normal, surtout quelqu'un qui ne lui a toujours montré que de la gentillesse. Nous sommes restés en silence pendant un long moment. Puis il a ajouté, Tom veut parler à Louis. Il en a pleuré pendant des jours. Je lui ai dit qu'il ne pouvait le faire que si vous étiez d'accord. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne savais pas si Louis était prêt. Je ne savais pas si je l'étais. Marc m'a tendu une capture d'écran imprimée avant que je ne sorte de la voiture. C'était du groupe de discussion que Sophie avait avec les autres mères. Elle avait envoyé une photo de Louis à un événement scolaire. La légende disait, pourquoi se tient-il toujours comme un épouvantail? Je jure que ce gamin me donne des frissons. Il y avait des émojis rieurs d'au moins 3 autres femmes. L'une d'elles a même répondu, peut-être qu'elle a besoin de le faire évaluer à nouveau. Il y a quelque chose qui cloche. Cette nuit-là, je suis restée à la table de la cuisine longtemps après que Louis soit allé se coucher. Je fixais la capture d'écran, relisant les commentaires, les rires, la façon dont il parlait de mon enfant comme s'il était une maladie à éviter. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas manger. Mes mains se serraient en point sans que je m'en rende compte. J'ai alors réalisé que je ne pouvais pas laisser passer ça. Sophie pensait qu'elle s'en sortirait. Se cacher derrière de faux sourires et des réunions de parents d'élèves et une « ambiance normale ». Elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email du directeur de l'école. L'objet était « suivi des préoccupations récentes ». Je n'avais pas encore parlé à l'école. J'étais encore en train de décider quoi faire, mais l'email a clairement indiqué que Sophie était passée avant moi. Le message était poli, mais froid. Il disait qu'il y avait eu de plus en plus de préoccupations soulevées par plusieurs parents concernant le comportement de Louis en groupe. Que si l'école voulait soutenir l'inclusion, elle devait aussi prioriser l'harmonie de la classe. Il voulait une réunion. Je suis restée à ma table de cuisine, fixant l'écran, essayant de respirer. Elle montait les gens contre mon fils, pas seulement socialement, mais maintenant à l'école. Et d'une certaine manière, elle le faisait vite. J'ai répondu que j'assisterais à la réunion. J'ai également demandé que tous les commentaires sur le comportement de Louis soient soumis par écrit à l'avance avec les noms attachés. J'ai fait en sorte que ça paraisse anodin, mais je voulais que ce soit documenté. Cette même nuit, j'ai envoyé un SMS à Marc, lui racontant l'email. Il n'a pas été surpris. Elle essaie de retourner l'histoire avant qu'elle ne se propage, a-t-il répondu. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Contrôlez le récit. Vous diffamez avant que vous ne parliez. La réunion était prévue pour le vendredi matin. Quand je suis entrée, Sophie était déjà là, assise avec 2 autres mères que je reconnaissais, Mélanie et Jeanne, toutes 2 des captures d'écran du groupe de discussion que Marc m'avait donné. Le directeur avait l'air mal à l'aise. Il ne cessait de tripoter son stylo. Sophie a souri quand je suis entrée. « Salut », a-t-elle dit comme si nous étions amis. Ma peau a frissonné. La réunion a commencé par des commentaires vagues. Louis était perturbateur. Il partageait trop en groupe. Un parent a affirmé que son enfant était nerveux en sa présence. Pas de vrais exemples, juste des sentiments. Puis j'ai sorti les captures d'écran. Je les avais toutes imprimées. Chaque SMS, chaque emoji, chaque commentaire où elle qualifiait mon fils de flippant, bizarre, maladroit, collant, exigeant, pas normal. Je n'ai rien dit. Je les ai juste passés au directeur. Il a lu en silence. Son expression a changé. D'abord confuse, puis perturbée, puis en colère. Sophie a pâli. Elle a ouvert la bouche comme si elle allait parler, mais je l'ai coupée. Je documente tout. J'ai déjà parlé à un avocat. Ce que vous avez fait est du harcèlement ciblé contre un enfant neurodiverge. Vous ne l'avez pas seulement exclu socialement. Vous avez essayé de l'isoler académiquement, et maintenant vous salissez son nom avec des mensonges.
Jeanne a essayé d'interrompre, disant, on se défoulait juste. Je l'ai regardé. Vous vous moquiez d'un garçon de 10 ans. Ce n'est pas se défouler. C'est de l'intimidation. Le directeur a finalement parlé. Je n'avais aucune idée que cela se passait. Je vous crois, ai-je dit. Mais maintenant, vous savez. J'ai quitté cette réunion en sentant que quelque chose avait changé. Pas seulement à l'école, mais en moi. Plus tard cet après-midi-là, Marc a rappelé. Ils se battent maintenant, a-t-il dit. Sophie blâme Tom, disant qu'il m'a trop dit. Elle a jeté son téléphone contre le mur. Elle a dit que si je ne la soutenais pas à l'école, elle demanderait la garde exclusive. Je suis restée silencieuse. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, elle cache quelque chose. Je pense qu'il y a plus à propos de Tom, à propos d'elle. J'ai trouvé des messages entre elle et quelqu'un nommé Eric. Elle l'avait étiqueté, travail, dans son téléphone, mais il ne parlait pas de travail. Il a envoyé des captures d'écran, des messages flirteurs, des projets de rencontres, des mentions de moments seuls et des reçus d'hôtel. Marc s'effondrait. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Toute sa vie se délitait parce qu'elle ne supportait pas l'idée que son fils soit ami avec le mien. Mais il y avait plus. Il m'a dit que Tom était en thérapie l'année dernière. Sophie ne me l'a jamais dit. Elle ne le lui a même pas dit à lui. Il ne l'a découvert que parce que leur relevé d'assurance le mentionnait. Tom avait consulté le conseiller scolaire et un thérapeute extérieur. J'ai demandé à Tom pourquoi, a dit Marc. Il m'a dit quelque chose qui m'a rendu malade. Je me suis préparée. Il m'a dit que Sophie le punissait quand il jouait trop longtemps avec Louis. Il a dit que c'était embarrassant, que ça la faisait mal paraître aux yeux des autres mères. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à trembler. Elle n'avait pas seulement coupé mon fils. Elle entraînait son propre fils à voir mon garçon comme un fardeau, quelque chose dont il fallait avoir honte. Et pendant un certain temps, cela a fonctionné. Mais maintenant, tout s'effondrait. Et je n'avais pas fini. Après cette réunion, tout est allé très vite. L'école a lancé une enquête interne. Elle y était obligée. Les captures d'écran que je leur avais données n'étaient pas vagues. Elles montraient des noms, des visages, des dates. Elles montraient des adultes ridiculisant un enfant handicapé dans un groupe de discussion tout en essayant de monter un dossier contre lui en classe. Je ne faisais pas confiance à l'école, mais au moins maintenant, il devait se protéger. Le bureau de circonscription s'est impliqué. L'institutrice de Louis, mademoiselle Duval, m'a prise à part le lendemain matin et a dit doucement, je ne savais pas que tout ça se passait. Je suis tellement désolée. Je l'ai cru. Elle avait toujours été patiente avec Louis, mais d'autres ont commencé à agir différemment. L'une des mères du groupe de discussion, Mélanie, m'a envoyé un email directement, disant qu'elle était profondément désolée pour sa part et demandant si nous pouvions parler. J'ai ignoré. Elle ne s'est excusée que lorsque son nom est arrivé sur le bureau du directeur. Sophie, quant à elle, est restée silencieuse. Trop silencieuse. Puis les représailles ont commencé. Louis est rentré à la maison 2 jours plus tard avec les larmes aux yeux. Il m'a tendu un mot. Il disait, dis à ta mère d'arrêter de mentir ou personne ne t'aimera plus jamais. J'ai vu son visage. Il ne comprenait même pas pourquoi cela se passait. Je n'ai pas menti, a-t-il dit. Je n'ai rien fait. L'écriture ressemblait à celle d'un enfant, mais le message ne l'était pas. Cela ressemblait à quelque chose que Sophie pourrait dire. J'ai reconnu la cruauté, la manipulation émotionnelle. J'ai de nouveau informé l'école. Ils ont dit qu'ils géreraient la situation discrètement, mais j'en avais assez de me taire, alors j'ai rendu l'affaire publique. Pas en ligne, pas avec des noms. Mais j'ai écrit une lettre, l'ai envoyée au conseil d'établissement, en copiant tous les parents de la classe. Je n'ai pas nommé Sophie. Je n'en avais pas besoin. J'ai exposé ce qui s'était passé, ce qui avait été dit, ce qui avait été fait à mon fils. J'ai joint les captures d'écran avec les noms floutés, mais le langage laissé brut et clair. J'ai terminé par une phrase simple, nos enfants nous regardent. Est-ce ainsi que nous voulons qu'ils apprennent à se traiter les uns les autres ? L'email s'est propagé rapidement.
J'ai commencé à recevoir des messages. Certains parents m'ont remercié. Certains m'ont admis avoir également vu la façon dont Sophie parlait d'autres enfants. Des enfants trop bruyants ou trop bizarres ou qui ne correspondaient pas. D'autres m'ont retiré de leurs réseaux sociaux ou sont restés silencieux. C'était bien. Quelques jours plus tard, le district m'a appelé. Ils ont dit qu'ils ouvraient un examen formel du comportement de Sophie parce qu'elle n'était pas seulement une mère. Elle était également membre du conseil consultatif des parents, un poste qu'elle utilisait pour influencer les décisions concernant les politiques scolaires, les programmes pour besoins spéciaux, les efforts d'inclusion. Soudain, son groupe de discussion ne ressemblait plus à une mauvaise blague. Cela ressemblait à un parti pris. Pendant ce temps, Marc m'a de nouveau appelé. Sa voix était différente, plus stable. Elle déménage, a-t-il dit. Je lui ai dit que je déposais une demande. Tom reste avec moi pour l'instant. Puis il a dit, je veux que vous sachiez quelque chose. J'ai emmené Tom chez son thérapeute à nouveau. Il a beaucoup parlé de Louis. Il a dit que Louis était le seul ami qui ne lui avait jamais fait sentir qu'il devait faire semblant. Il a dit que Louis était en sécurité. J'ai commencé à pleurer quand il a dit ça. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Cette nuit-là, Louis a reçu une lettre par la poste, une vraie, manuscrite. Pas d'adresse de retour, mais je savais de qui elle venait. L'écriture était celle d'un enfant, désordonné mais soigné. À l'intérieur, il y avait un dessin des deux, Louis et Tom, jouant à Minecraft. Et un mot, je suis désolé de ne pas avoir pris ta défense. Tu as toujours été mon meilleur ami. Tu me manques. Louis l'a lu 2 fois, puis a demandé, ça veut dire qu'il est de nouveau mon ami? Je ne savais pas comment répondre parce que oui, la vérité éclatait. Oui, Sophie perdait son emprise sur l'histoire qu'elle avait construite. Mais quelque chose en Louis avait changé, quelque chose de fragile, et je ne savais pas si cela pouvait être réparé. L'enquête du district a duré 3 semaines. Pendant ce temps, Sophie a essayé d'agir comme si rien ne s'était passé. Elle se présentait toujours aux réunions scolaires, faisant semblant de sourire. Elle m'évitait dans les couloirs, mais gardait la tête haute. Je suis restée silencieuse. Je n'ai pas discuté en ligne. Je n'ai pas répondu au ragot. J'ai juste laissé les gens parler pendant que je rassemblais tout. Puis le conseil scolaire a programmé une réunion publique. Ils ont dit qu'ils examineraient le comportement du conseil de parents et les normes éthiques, mais tout le monde en ville savait que c'était à propos de Sophie. On pouvait sentir la tension au moment de la dépose des enfants. Les gens qui avaient l'habitude de se précipiter pour la serrer dans leurs bras gardaient leur distance. La rumeur se répandait. Quand le jour est arrivé, la salle de réunion était bondée. Place debout seulement. Parents, enseignants, même des élèves plus âgés. Sophie était là, assise au premier rang, les bras croisés, comme si elle avait encore le contrôle, mais elle ne l'avait pas. Le conseil a ouvert avec une déclaration. Ils ont dit qu'ils avaient reçu des plaintes, des messages et des preuves qu'un parent occupant un poste de direction utilisait son rôle pour influencer l'exclusion sociale, spécifiquement contre un enfant neurodiverge. Puis ils ont lu certains des messages à haute voix. Pas tous, mais suffisamment. Assez pour que les gens se tournent et la regardent. Quand ils ont lu celui où elle qualifiait Louis de flippant et disait qu'il gâchait l'ambiance, je l'ai vu tressaillir. Quand ils ont lu celui sur le fait de vouloir une « ambiance normale », un homme à l'arrière a murmuré « Jésus-Christ ». Puis ils ont ouvert la parole. J'avais préparé quelque chose. Je l'avais imprimé. Je ne l'ai pas lu. Je me suis juste levée et j'ai parlé. Je leur ai raconté ce que Louis avait traversé. Comment il s'était endormi en pleurant la nuit de la fête. Comment il m'avait demandé ce que signifiait « normal » et s'il était trop bizarre pour être aimé. Je leur ai dit comment j'avais essayé de gérer les choses discrètement. Comment Sophie ne s'était pas arrêtée à l'exclusion sociale. Elle était allée à l'école. Avait essayé de le faire renvoyer. Avait essayé de l'étiqueter comme un problème. J'ai brandi le dessin que Tom avait envoyé. Celui avec les personnages de Minecraft. J'ai dit, c'est ce que votre intimidation a essayé de prendre à mon fils. Une amitié, un endroit sûr, une part de sa confiance. Les gens pleuraient.
Même le président du conseil avait l'air de retenir ses larmes. Quand je me suis assise, personne n'a applaudi. Ce n'était pas le genre de moment, mais le silence était plus fort qu'un applaudissement. Sophie n'a pas parlé, pas une seule fois. Elle avait l'air de vouloir fondre dans le sol. Puis le conseil a voté à l'unanimité. Sophie a été retirée du conseil consultatif des parents, interdite de faire du bénévolat dans tous les comités scolaires et interdite d'organiser des événements pour le reste de l'année. Le district a également ordonné une formation obligatoire sur la neurodiversité pour tout le personnel et les parents bénévoles. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Les captures d'écran ont dépassé la communauté scolaire. Un enseignant a anonymement posté un compte-rendu de la réunion sur Reddit. Ça a fait le buzz. Quelqu'un a retrouvé le nom complet de Sophie. Quelqu'un d'autre a trouvé son Facebook. C'est là que ça a empiré pour elle. Elle a perdu ses clients immobiliers. L'une des mères de notre école, dont l'enfant avait également été discrètement exclu par Sophie d'un projet de groupe, a également posté son expérience. Il s'est avéré que Sophie avait une longue habitude de faire cela, le cachant derrière des préoccupations ou des problèmes de compatibilité. Ce n'était jamais de sa faute. C'était toujours l'autre enfant. Puis son affaire a fuité. Marc a demandé le divorce et a obtenu la garde exclusive temporaire. Il a soumis les rapports du thérapeute de Tom et les SMS. Sophie a essayé de se battre, disant que c'était de l'aliénation parentale, mais le juge n'a pas été convaincu. Il a lu les transcriptions du groupe de discussion au tribunal et a dit, mot pour mot, ce n'est pas un litige de garde. C'est de l'abus psychologique. Tom est resté avec Marc. Louis et Tom ne sont pas redevenus les meilleurs amis du monde tout de suite. Il a fallu du temps, mais Tom a recommencé à lui écrire doucement, gentiment. Louis était nerveux, mais je l'ai laissé répondre à son propre rythme. Un jour, Tom est revenu. Ils n'ont pas dit grand-chose au début, ils se sont juste assis l'un à côté de l'autre, silencieux, construisant un ensemble Lego ensemble. Puis Louis a dit, « Tu veux m'aider avec une fusée ?» Et Tom a souri. Je n'ai jamais arrêté. Je ne suis pas fière de tout. Je ne suis pas fière d'avoir fantasmé sur le fait que Sophie perde tout, d'avoir regardé ses comptes de réseaux sociaux chuter un par un, de ne pas être intervenue quand les gens ont commencé à l'insulter en ligne. Mais ensuite, je me souviens de Louis pleurant dans son oreiller. Je me souviens du mot qu'il a reçu, du regard sur son visage quand il m'a demandé ce que signifiait « normal », et j'ai cessé de me sentir coupable. Elle a essayé de détruire l'estime de soi d'un garçon de 10 ans pour pouvoir impressionner quelques mères à la dépose des enfants à l'école. Elle a fait honte à son propre fils d'être gentil. Elle a perdu son mariage, ses amis, sa réputation et son pouvoir. Et tout ce que j'ai fait, c'est dire la vérité. Louis est toujours autiste. Il agite toujours les mains quand il est excité. Il dit toujours aux gens quand leur haleine sent mauvais ou si leur blague n'a pas de sens. Mais maintenant, il entre à l'école la tête haute. Et quand quelqu'un le traite de bizarre, il hausse juste les épaules et dit « Oui, mais je suis aussi très bon pour construire des fusées. » Et il l'est. Il est mieux que normal. Il est à moi.